Ben, merci, je vais, essayer de ne pas démériter après les superbes présentations qui m'ont précédée. Merci Tam de m'avoir, proposé de parler, heureusement de ce que je connais bien, la vie après la greffe de moelle osseuse puisqu'effectivement j'ai eu la chance de mettre en place cette activité au CHU et il y a maintenant un certain nombre d'années. On va essayer de alors, la vie après la greffe de moelle, c'est un sujet vaste. J'ai essayé d'organiser autour de la chronologie. Il y a des problématiques à court terme, à moyen terme et à long terme et puis de voir comment on accompagnait ces difficultés, en médecine occidentale et puis quelles sont les limites et ces limites que j'espère pouvoir accompagner en acupuncture. Donc déjà, de quoi on parle quand on parle de greffe de moelle osseuse? Il y a 2 grands types de greffes, l'autogreffe et l'allogreffe, qui sont tous les 2 en général des traitements de consolidation pour des maladies du sang qui sont préalablement traitées. Essentiellement des maladies malignes du sang, même si on va trouver quelques exceptions. Et derrière la moelle osseuse, ce qu'on va chercher, c'est les cellules souches hématopoïétiques qui vont être utilisées de 2 façons sur ces 2 types de greffes. Pour vulgariser, l'autogreffe n'est pas vraiment une greffe. Notre traitement dans l'autogreffe, c'est la chimiothérapie intensive et donc c'est une chimiothérapie très lourde. La greffe est là pour permettre aux patients de récupérer des globules blancs dans un délai raisonnable. C'est donc hautement toxique mais directement lié à la chimiothérapie. Et par contre, il n'y a pas d'immunosuppresseur d'anti-rejet et dans ce sens-là, la mortalité associée à ce traitement d'autogreffe est faible puisqu'on a moins de 5% de mortalité. L'allogreffe, c'est une autre histoire puisque le traitement est vraiment les cellules souches hématopoïétiques. C'est l'immunité du donneur qu'on va chercher à intégrer au corps du patient comme arme contre les cellules tumorales. Les indications vont être très larges en hématologie et on a besoin d'immunosuppresseurs au moins pour un temps, ce qui fait que notre patient va être immunodéprimé de manière prolongée et ça s'accompagne de risques élevés. On est sur un traitement où on a quand même 20 à 25% de risque de mourir de complications liées au traitement. Donc ça veut dire qu'on s'adresse à des maladies qui sont plus dangereuses que ça. Je vais surtout parler de l'allogreffe, mais les complications à court terme, autogreffe et allogreffe, sont à peu près identiques. Donc, pour l'allogreffe, on s'adresse essentiellement, comme on peut le voir ici, à des patients qui souffrent de leucémie aiguë, puisque la partie rouge et la partie verte du camembert, qui représentent donc une large majorité des indications d'allogreffe, sont des leucémies aiguës. Derrière, vous allez avoir des patients qui souffrent de lymphome, de myélodysplasie, qu'on peut schématiser comme des états pré-leucémiques, et certains syndromes où la moelle prolifère trop, essentiellement ce qu'on appelle les myélofibroses. Et puis, cette petite courbe, c'est l'âge médian des patients qu'on greffe. Donc, vous voyez que l'année dernière, enfin non, ça c'était déjà 2023, les patients avaient 53 ans en moyenne quand on les a allogreffés. On a eu des années où la médiane d'âge était même à 65 ans. Aujourd'hui, on allogreffe les patients de 18 ans chez nous parce qu'on ne fait pas les enfants, jusqu'à une barrière autour de 75 ans. Nous, en tout cas, notre greffé le plus âgé a 75 ans. On fait plutôt partie des centres qui s'orientent pour greffer les patients âgés quand leur état physiologique le permet. Donc, on ne s'arrête pas forcément à un âge chronologique, même si on ne va pas au-delà, malgré tout, d'un certain âge, mais plutôt un âge physiologique. Et c'est ce que montre le diagramme d'en dessous. Alors, je ne l'ai pas vulgarisé, mais c'est l'HCTCI, c'est un score de comorbidité. Donc, c'est un score qui étudie les fragilités du patient indépendamment de sa maladie du sang. Et la petite barre qui est bleue, c'est les patients qui n'ont pas du tout de fragilité, donc ça représente quand même une minorité. La partie rouge de la barre, c'est les patients qui ont peu de fragilité, et en vert, c'est quand même les patients qui ont des fragilités importantes. Donc ce n'est pas une contre-indication formelle, ça va dépendre du patient, mais en tout cas, ça doit nous amener à réfléchir à ce qu'on fait compte tenu, comme on le disait avant, des risques de mortalité. Donc, de manière très très résumée, le parcours de greffe va comprendre différentes étapes. Donc, il y a une étape préalable déjà à la greffe, qui est la partie chimiothérapie que le patient a reçue avant de venir. Puis, il entre en hospitalisation, donc il va rester en hospitalisation pendant une période de 4 semaines pour ceux qui ont de la chance à 6, 8 semaines pour ceux qui en ont moins. Et puis ensuite, il va sortir, être suivi en consultation avec différentes problématiques qui interviennent. Donc, pendant la phase où il est là, il y a la période d'aplasie, où le patient n'a pas de globules blancs, pas de globules rouges, pas de plaquettes, et toutes les complications infectieuses qui peuvent survenir pendant cette période-là. Il y a des besoins de transfusion qui sont importants. Et puis, à partir du moment où les globules blancs vont remonter, on va pouvoir avoir
un mécanisme qui est un peu le contraire du rejet qu'on connaît bien en greffe d'organes. On va avoir des réactions du greffon contre l'hôte. Donc c'est le greffon qui va réagir trop fort dans le corps du patient et ça va nous entraîner des besoins d'immunosuppresseurs renforcés et derrière ça, des risques d'infection augmentés. Et puis bien sûr, malgré tout ce parcours compliqué, on n'est pas du tout certain de ne pas se trouver un jour face à une rechute et qu'il faudra aussi savoir accompagner. Donc, j'ai classé ensuite de façon chronologique un peu les difficultés où le patient va se retrouver confronté et que nous, praticiens médicaux et paramédicaux, on va devoir accompagner. Donc, il y a une période que j'ai considérée comme le court terme, qui est dans les 3 premiers mois, où le patient, après sa sortie, va être suivi de manière très rapprochée. Juste après sa sortie, il vient quand même 2 fois par semaine, ça revient vite, et au moins 1 fois par semaine jusqu'à 3 mois. Et à travers, cette période-là, on se heurte vraiment aux complications directes, de la chimiothérapie, souvent lourde, qu'il a reçue. Donc ce que j'ai classé dans les corps marqués, c'est toute la dégradation de l'image du corps que va subir le patient, ce qui a déjà été évoqué avec le fait que le patient ne reconnaissait plus son corps. Alors il y a bien sûr la perte des cheveux, mais elle est beaucoup plus large, c'est une perte de tous les poils, et donc des sourcils, des cils. Il y a une peau qui est altérée, qui peut changer de couleur. Nous, on a certaines chimiothérapies qui entraînent un aspect marronâtre de la peau. Il y a des altérations dentaires, beaucoup de patients le rapportent, des ongles qui peuvent être très altérés. Et les immunosuppresseurs qu'on utilise, quand tout ça repousse, sont accompagnés parfois par un hirsutisme. Donc au contraire, un excès de poils, y compris sur le visage, y compris pour les femmes, ce qui est compliqué. Les patients, pendant l'hospitalisation, ont fait face souvent à ce qu'on appelle des mucites, des inflammations de la bouche, des colites, des inflammations des intestins, avec volontiers des diarrhées. Et au passage, ils se sont dénutris de manière importante, avec une fonte musculaire importante. Et quand ils rentrent chez eux, ils ne sont plus capables de rien faire. Et c'est un traumatisme assez important. Et si jamais le patient a rencontré déjà une réaction du greffon contre l'autre, il va en plus avoir des corticoïdes. Et des corticoïdes vont s'accompagner d'une déformation physique supplémentaire, puisqu'il y a des œdèmes, il y a cet aspect très gonflé du visage, volontiers du haut du corps aussi, des bras, des jambes qui vont être plus grêles, sachant qu'on est déjà dans une fonte musculaire, donc qui rajoute encore à la difficulté de ces corps qu'on a déjà énormément malmenés. Et cette fragilité du corps, elle va s'accompagner d'une fragilité de l'esprit avec un épuisement qui est physique et qui retentit sur le moral. Le patient ne se reconnaît plus. Combien de fois on entend mais c'est pas moi, je suis pas comme ça. Oui, mais là c'est pas le patient d'avant, c'est le patient dans son parcours et ça faut l'expliquer, il faut le répéter parce qu'on n'entend pas toujours tout ce qui est dit. Il y a un syndrome anxieux et ou dépressif. C'est une entité qui s'exprime plus sur le versant anxieux ou plus sur le versant dépressif, mais je pense que c'est une entité identique. Il y a le choc de l'annonce, il y a le choc des traitements, il y a le patient qui ne se reconnaît plus, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et puis nous en plus, on est très méchants en greffe de moelle parce qu'on leur donne des règles hygiéno-diététiques terribles à suivre parce qu'il faut qu'ils évitent tous les aliments à risque infectieux. Donc il y a un gros stress autour de ces règles alimentaires où le patient, son conjoint, l'aidant est vraiment en première ligne sur tout ça, a peur de mal faire, de mettre le patient en danger. Moi, j'ai vu des familles qui rachetaient un frigo à part pour le patient, tellement ils avaient peur de faire des bêtises en mélangeant les aliments. Donc c'est très compliqué. Et puis c'est un parcours qui s'accompagne d'énormément de contraintes. On a dit, les rendez-vous sont extrêmement rapprochés, il n'y a pas de temps de vie très riche entre les deux, et un traitement médicamenteux qui est extrêmement lourd. On a, j'ai compté, pas moins de 7 à 8 médicaments obligatoires entre les immunosuppresseurs, les préventions contre les infections, on a un médicament protecteur pour le foie, ce qui va représenter entre 20 et 25 comprimés par jour. Et ça, c'est que pour la greffe. Donc si le patient auparavant avait déjà des traitements, ça s'ajoute. Donc ça va représenter une dose de comprimés colossale et le patient régulièrement nous dit ouais, moi une fois que j'ai pris mes traitements, j'ai mangé et ils sont dénutris. Donc c'est une problématique qu'il faut effectivement accompagner aussi en rappelant que il n'y a rien de tout ça qui est définitif, ces médicaments vont s'alléger au fur et à mesure du temps. Et puis c'est une période, particulièrement quand on est à court terme, qui s'accompagne de risques de réhospitalisation fréquemment pour des réactions du greffon contre l'autre. Là, c'est un exemple au niveau de la peau. Il peut y avoir des réactions cutanées, mais surtout digestives, qui sont très dangereuses et qui peuvent nécessiter une réhospitalisation parfois longue.
Le patient est immunodéprimé de manière profonde, même s'il est sorti, même s'il a des globules blancs qui sont corrects sur les chiffres, en fait, il n'y a quasiment pas de lymphocytes et donc il n'y a pas d'immunité durable. Donc, à ce stade-là, il est encore très fragile. On a coutume de dire que le système immunitaire d'un greffé dans les 3 premiers mois, il est très proche de celui d'un nouveau-né en termes de richesse de lymphocytes. Donc, il est quasiment inexistant. D'où les risques d'infection, ce qui est schématisé par le scanner pulmonaire qui est très moche. Et ça d'autant plus importante que le patient est dénutri et qu'il a du mal à se réalimenter. Parce que beaucoup pensent qu'une fois sorti, que la bouffe de l'hôpital c'est pas bon et qu'à la maison tout va rouler. Et ben c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que le corps a été énormément altéré, parce que les goûts, les odeurs sont encore perturbés et parce que dans les médicaments immunosuppresseurs, il y a des médicaments qui perturbent aussi le système digestif. Donc on est très attentif effectivement au côté nutritionnel, même s'il est difficile à accompagner. On a une diététicienne très engagée là-dessus. Le moyen terme, c'était peut-être le plus difficile à définir. J'ai choisi de le situer entre 3 mois et 2 ans, ce qui est très large, mais en fait, après 2 ans, on n'a vraiment plus les mêmes problématiques. Donc les contraintes vont s'espacer. Après 3 mois, on arrive à des rendez-vous volontiers mensuels si tout va bien. Les médicaments vont diminuer, puisque notre objectif dans la majorité des greffes, quand il n'y a pas de complications, c'est d'arrêter les immunosuppresseurs entre 3 et 4 mois. On n'arrête pas tout, hein, mais on a quand même des médicaments qui ont diminué. Et les immunosuppresseurs étant accompagnés de beaucoup d'effets secondaires, c'est vrai que c'est un vrai soulagement quand on arrive à l'arrêt. Les corps marqués sont toujours là, mais les cheveux repoussent, la peau s'améliore, les ongles s'améliorent. Le patient arrivé à 3 mois, il a quand même en général fait beaucoup de chemin sur sa renutrition et sur sa réautonomisation. Donc s'il n'y a pas d'autres effets secondaires qui sont intervenus, on est souvent quand même plutôt sur une dynamique un peu positive. C'est plus difficile pour les gens qui ont eu des corticoïdes. Dans cette période, alors là on est plus sur la 2e année de greffe, les patients qui ont eu des corticoïdes longtemps pour traiter les réactions du greffon contre l'autre, ils vont avoir les effets secondaires des corticoïdes, bien qu'on essaye de les prévenir. Mais outre les problèmes d'image corporelle dont on a parlé avant, il y a un effet beaucoup plus ennuyant sur les os. Ça va favoriser l'ostéoporose. Et on a malheureusement régulièrement des fractures tassement des vertèbres sur de l'ostéoporose cortico-induite, bien qu'on fasse très attention à la vitamine D, au calcium, au biphosphonate, ça ne suffit pas toujours. Ça peut entraîner aussi des ostéonécroses des têtes fémorales, y compris chez des jeunes patients qui vont se retrouver rapidement dans des indications de prothèse au niveau des hanches et parfois au niveau des épaules. Ça va entraîner aussi une cataracte précoce. Donc, il peut y avoir des effets secondaires qui finalement vont impacter le devenir de façon plus longue durée que ce qu'on imaginerait au départ quand on se lance dans un processus de greffe. Heureusement, bien sûr, ça n'est pas tous les patients. Les risques sont toujours là, ils ont un peu diminué. L'immunité, elle commence à servir à quelque chose entre 3 et 4 mois. On commence à avoir des choses qui se mettent vraiment en place. Les reconstitutions lymphocytaires commencent à être visibles et donc le risque d'infection diminue. On a toujours les risques de réaction du greffon contre l'autre sur un mode un peu plus chronique, un peu moins agressif, un peu moins dangereux. Et on commence à faire face, notamment pour les maladies à très haut risque, aux rechutes. Et effectivement, c'est entre 3 mois et 2 ans, et beaucoup plus sur la première année, particulièrement dans les maladies agressives, qu'on va pouvoir se trouver face à la problématique de la rechute. Du côté de l'esprit, c'est une période qui est encore compliquée. Le syndrome anxieux et ou dépressif, il est toujours présent. Il est plus présent si la récupération physique elle est plus difficile. Et on a des authentiques syndromes de stress post-traumatique, soit parce que l'hospitalisation a été plus longue et plus compliquée que ce que le patient s'était conditionné à recevoir, parce qu'on se conditionne quand même, hein, des consultations sont prévues pour leur expliquer, donc le patient il est souvent conditionné à rester un certain temps, et puis quand ça dépasse ce qu'il avait imaginé, ça devient insupportable, et donc ça peut être un vrai traumatisme. Et alors les patients qui ont eu un séjour en réanimation pour un problème aigu qui a nécessité une intubation ou des drogues puissantes pour les problèmes d'infection graves particulièrement, là on a des vrais syndromes de stress post-traumatique, parce que l'AREA c'est quand même très compliqué à vivre. Et malgré tout, dans cette période, on a un vrai virage, on se tourne à nouveau vers l'avenir, puisque on prépare le patient finalement à revenir à une vie plus normale, avec toute l'imperfection de ce mot. On va commencer à revacciner le patient et petit à petit à pouvoir arrêter les préventions anti-infectieuses.
Autour de 2 ans, si tout va bien, on doit pouvoir avoir arrêté les médicaments spécifiques de la greffe. C'est plus long pour les patients qui ont une réaction du greffon contre l'autre, mais pour ceux qui ne sont pas trop embêtés, c'est autour de 2 ans que ça se passe. On a une récupération physique qui s'améliore, qui va être plus ou moins complète. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Certains patients vont retrouver une vie sociale plus riche. Ils s'étaient confinés au début, c'est ce qu'on leur demande, hein, d'éviter d'être trop dans les lieux publics, d'éviter de voir trop de monde en même temps. Et certains vont retourner vers l'emploi, alors volontiers entre 1 et 2 ans. La première année, c'est plus rare, mais il y en a. Et puis, ben, on va commencer à voir apparaître des souhaits, des projets, la vraie vie qui revient, des projets d'achat immobilier, des projets de voyage. Certains, déménagent et puis d'autres réfléchissent à agrandir la famille. Et au-delà des 2 ans, on va avoir, bah, ce qui reste. Heu, Ce qui reste, c'est de nos corps marqués, c'est parfois, pour une certaine proportion notable quand même des patients, une fatigue chronique qui dure, qui traîne. C'est connu, la fatigue chronique post-cancer, et c'est pas facile à prendre en charge. Il peut y avoir malgré tout une image corporelle qui reste modifiée. La repousse des cheveux, j'en parlais tout à l'heure, bah, parfois les cheveux repoussent complètement différents de ce qu'ils étaient avant. Il peut y avoir des séquelles physiques, il peut y avoir des cicatrices qui restent, qui sont plus ou moins bien vécues. La cicatrice de la chambre implantable est un bel exemple. La photo des mains à côté, je ne sais pas si on voit bien, mais les ongles sont très, très abîmés. C'est un patient qui a jamais récupéré des ongles normaux. Bon, c'est sur des réactions du greffon, mais voilà, ça existe. Il faut être capable d'accompagner ça. Et puis, il y a une infertilité, qui a déjà été abordée aussi à travers la présentation sur la sexualité, mais bah, ces patients, on a dit, hein, de 18 ans à beaucoup. Donc, il y a une vraie volonté aussi, souvent de devenir parents. Et puis, il y a des patients qui ont du mal à récupérer sur le plan de l'esprit, avec un syndrome anxieux qui peut persister dans le temps, heu et ou dépressif encore une fois, hein. Le syndrome du stress post-traumatique, on peut encore l'avoir, particulièrement quand le patient l'exprime pas au début. Des fois, on passe à côté. C'est toujours très frustrant de voir, des années après, un patient qui enfin vous lâche tout ce qu'il a gardé pendant tout ce temps. La problématique du trou de mémoire, bah, c'est pour les patients qui ont été intubés, endormis en réanimation, hein. Ce vide, cette période dont ils ne se souviennent pas, certains ont un problème avec ça. Et puis le fait que, bah, le cancer, ça a été un tsunami, et il y a l'avant. On voudrait que l'après, ça soit l'avant, et faut bien leur expliquer que non, l'après, ça sera pas comme l'avant, c'est sûr, et ça veut pas dire que ça sera moins bien. Mais ça, faut l'accompagner aussi. Il faut, pouvoir accepter les différences, et accepter que, l'après sera différent, et encore une fois, différent ne veut pas dire que ça sera moins bien. Une des problématiques majeures et difficiles, ça va être les patients qui vont rechuter après greffe de moelle. Alors là, il n'y a pas de pourcentage parce que ça va vraiment énormément dépendre des pathologies. Heu, Plus une maladie est grave, plus son risque de rechute est élevé, et ça n'est pas gommé complètement par la greffe. Donc la rechute, c'est toujours grave, et on va ça va dépendre du délai. Si le patient rechute à 3 mois de la greffe, c'est catastrophique, et si le patient rechute à 2 ans, on a plus de chances de retourner vers, une guérison potentielle. Donc le pronostic va dépendre de ça, de ce délai, va dépendre de la sensibilité de la maladie du sang au traitement qu'on va refaire, et bien sûr de l'état général et de l'âge du patient qui nous conditionne les traitements possibles. Mais de toute façon, on va traiter le patient. On va le traiter de manière spécifique avec un traitement. Alors, j'aime bien ce terme de cure et care, qui sont des termes anglais, mais on va essayer bien sûr de guérir le patient si on peut, ou au moins de lui donner le plus de temps de vie possible. Parce que si on ne peut pas guérir la maladie, on peut au moins faire en sorte de la stabiliser le plus longtemps possible. Et l'objectif dans ce cas-là, ce ne sera pas la guérison, ça sera que le patient il soit chez lui le plus longtemps possible et en meilleur état de forme possible. Alors ça peut passer par un temps de chimiothérapie, puis parfois ça peut aussi passer par un temps d'arrêt de chimiothérapie, où le patient sera mieux sans traitement spécifique qu'avec. Par contre, toujours, on aura des traitements de care pour soigner, et on va soigner les symptômes d'inconfort, on va soigner, pour ce qui nous concerne, nous, il y a énormément de patients qui ont des programmes de transfusion chronique, qui restent anémiés, et récemment, on a eu un patient qui a vécu 2 ans, avec, une maladie en rechute, grave, et qui était transfusé toutes les semaines, et qui n'a pas ça ne l'a pas empêché de mener sa vie à côté.
Et je pense qu'il est important de rappeler qu'on peut toujours faire quelque chose. Moi, je ne supporte pas d'entendre qu'on ne peut plus rien faire. C'est un terme que j'ai gommé de mon vocabulaire. On peut toujours soigner le patient. On ne peut pas toujours le guérir, c'est vrai, mais le soin ne se limite pas à la guérison et le soin ne s'arrête jamais. Et en ce sens, je pense il est important d'intégrer aussi la notion des soins palliatifs qui ne sont pas assimilables à de la fin de vie immédiate puisque les soins palliatifs peuvent durer des années. C'est simplement qu'on ne guérira pas la maladie. Et ça fait partie intégrante de notre prise en charge en cancérologie. Nous, on a un peu 3 situations d'alerte où on se dit, bah, là, peut-être qu'il faut qu'on fasse intervenir l'équipe des soins palliatifs en plus de la nôtre. Bah, la rechute post-greffe où on sait qu'on n'a pas de chance de guérir le patient, c'est vraiment un élément majeur où on se dit, ben, peut-être qu'un collègue supplémentaire va aider à la prise en charge globale du patient. Les réactions du greffon contre l'autre quand elles ne répondent pas au traitement sont des situations d'alerte également. Et quand le patient, quel que soit le contexte qui l'en amène là, arrive à un refus de soins, là, il faut vraiment se poser des questions. C'est en général qu'on a raté quelque chose ou qu'on est au bout de ce qu'il peut supporter en termes de prise en charge. Et là, il faut savoir changer d'objectif thérapeutique. Comme je le disais à la diapo d'avant, il faut savoir accompagner le patient pour qu'il vive avec sa maladie et pour qu'il vive le mieux possible. Et en général, le mieux possible, c'est en dehors de l'hôpital, hein, c'est pas chez vous. Il faut savoir lutter contre le sentiment d'abandonnisme. C'est pas parce qu'on appelle les soins palliatifs qu'on va abandonner la prise en charge du patient. C'est une prise en charge complémentaire. On ne les abandonne pas à un autre médecin parce qu'on ne peut plus rien faire. On s'entoure d'autres professionnels qui vont intervenir d'une autre façon. Et c'est important de savoir recourir à leurs compétences parce qu'il y a des réelles plus-values à faire intervenir les équipes de soins palliatifs de manière précoce quand c'est nécessaire. Donc il y a différents modes, hein. Ça peut être l'équipe mobile qui intervient dans votre service, ça peut être les réseaux à domicile, l'unité de soins palliatifs, parfois pour des séjours temporaires, hein. Ce n'est pas forcément le lieu où on va aller mourir. Il y a des séjours qui sont temporaires pour traiter un problème, un syndrome d'inconfort et des patients qui vont ensuite repartir chez eux. Qu'en médecine occidentale, comment on va accompagner toutes ces problématiques? Bien sûr, il y a l'équipe de spécialité, pour nous, en hématologie, qui va faire le traitement spécifique et puis surtout, on a une équipe de soins de support. Heu, le DISPO, c'est le département interdisciplinaire des soins pour le patient en oncologie, je crois. Les initiales, j'ai toujours un petit peu de mal, qui vont permettre un accompagnement global du patient dans son cadre de vie. Parce qu'on ne soigne pas une maladie, on soigne un malade, ça on le dit tout le temps, et c'est encore plus vrai en cancérologie. Et plus on rentre dans des choses spécifiques, lourdes et compliquées, plus ça l'est. Pour accompagner ces corps qu'on malmène, on a de manière très précoce une infirmière qui est conseil en image corporelle qui intervient. Donc elle va intervenir pour proposer aux patients des solutions sur la perte des cheveux, des solutions pour protéger les ongles, des solutions pour protéger la peau. On a un professeur d'activité physique adaptée qui va proposer des séances euh, de sport, mais adaptées aux patients, donc soit en unité d'hospitalisation, il vient dans les chambres en hématologie clinique, dans les chambres stériles, il propose des séances de groupe, et bien sûr une diététicienne qui va nous aider à lutter contre la dénutrition. Pour la problématique de la douleur, on a aussi le médecin soins de support qui est formé en algologie et qui nous aide beaucoup sur les prises en charge difficiles. Pour lutter contre l'esprit qui souffre, on a un accompagnement qu'on peut faire dès l'annonce avec des infirmières d'annonce qui vont intervenir derrière l'annonce médicale pour reprendre les choses avec le patient, pour l'accompagner d'une autre façon. On a bien sûr les psychologues dont le rôle est multiple. Et puis, on a d'autres pratiques qui sont proposées sur le dispo, comme de l'art-thérapie, du yoga, de la sophrologie. Tous les patients n'arrivent pas à s'adresser aux psychologues, et donc c'est d'autres façons d'agir sur cette souffrance. Il faut surtout pas oublier le caractère social et financier et ne pas oublier que le patient, ça lui tombe dessus en général très brutalement et l'assistante sociale a vraiment un rôle majeur. Moi, je garde un souvenir traumatique d'un patient qui était médecin généraliste et qui, au bout de 2 ans, était presque ruiné parce qu'il avait continué à payer ses charges et qu'il ne nous en avait pas parlé. Mais on ne s'était pas posé la question non plus. Donc, ne pas oublier particulièrement pour les gens qui sont libéraux, auto-entrepreneurs, cette prise en charge financière qui va quand même beaucoup lui alléger les épaules si on ne l'oublie pas. Il y a une liaison importante à faire entre la ville et l'hôpital. Il y a une infirmière qui a un temps dédié pour ça, pour coordonner la sortie du patient vers la ville et les soins qui continuent parfois.
Et puis pour les symptômes d'inconfort, les problématiques de douleur, les problématiques digestives, la fatigue, on a donc un médecin sur le service des soins de support. On a un médecin aussi qui était hématologue de formation, qui fait du soin palliatif aujourd'hui, qui intervient aussi sur les symptômes d'inconfort, même en dehors du cadre palliatif si nécessaire. Et pour organiser tout ça, on a des réunions hebdomadaires pour discuter les cas complexes, des patients qui expriment beaucoup de besoins ou qui parfois mettent l'équipe en difficulté. Et dans ce cas-là, les soins de support peuvent intervenir soit dans le service d'hospitalisation, soit proposer des hôpitaux de jour de soins de support pour que tous les praticiens puissent intervenir de manière couplée et efficace. Donc ça, c'est ce qu'on fait déjà et ça a certaines limites. On en a déjà un petit peu parlé dans les présentations précédentes. Il y a la problématique des nausées-vomissements qui sont réfractaires parfois au traitement bien conduit. Et bah là, forcément, c'est compliqué une fois qu'on est au maximum de ce que nous permettent les traitements médicamenteux. On a la problématique des douleurs chroniques et notamment neuropathiques sur lesquelles on n'est pas très bon en médecine occidentale. On peut aussi avoir des patients qui présentent des symptômes sans cause organique, souvent liés aux problèmes émotionnels. Et d'ailleurs, les problèmes émotionnels ont peu de place en médecine occidentale. La fatigue chronique post-cancer est un vrai défi, tout comme le syndrome anxieux-dépressif à long terme. Quand votre patient il va super bien sur le plan médical, mais qu'il ne vit pas bien, eh ben, c'est très frustrant. Il y a vraiment un besoin de l'aider mieux que ce qu'on fait. Je trouve que la médecine occidentale n'a aucune place pour la prise en charge des aidants. Et les aidants souffrent presque, voire autant que le patient. Tout repose sur eux, alors particulièrement en greffe de moelle, que ce soit l'homme ou la femme. C'est toujours l'aidant qui gère les traitements, c'est toujours l'aidant qui gère les médicaments et les rendez-vous, et tout repose sur lui. Et ben, en fait, l'aidant, quand il s'adresse au reste de son entourage, en général, ce qu'on lui demande, c'est comment va le malade, et jamais comment il va lui. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui reflète de la prise en charge globale du patient, sur laquelle on n'est pas très bon en médecine occidentale, où on a tendance à vraiment découper les besoins. L'acupuncture a une place qui est déjà installée, heu, en tout cas au moins en partie. Sur le référentiel AFSOS, c'est l'Association française des soins oncologiques de support, a déterminé des indications où déjà les niveaux de preuve sont intéressants. Donc les nausées-vomissements, on l'a dit, les problématiques de douleur, notamment les neuropathies périphériques, les arthralgies sous hormonothérapie pour les cancers du sein, les douleurs musculo-squelettiques et puis même les douleurs induites par les soins, les gestes diagnostiques ont une place. Les bouffées de chaleur induites par les traitements anticancéreux, les problèmes de fatigue chronique. Donc là, ça a été validé chez les femmes atteintes de cancer du sein. Il y a souvent beaucoup de données en oncologie du cancer du sein. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas aussi sur d'autres problématiques, mais ça reste à étudier aussi. L'anxiété et la dépression, notamment à long terme, là encore, l'acupuncture a une place importante. Les problèmes de baisse de globules blancs et les problèmes de sécheresse de bouche après les rayons. Donc ça, c'est ce qui est d'ores et déjà dans le référentiel AFSOS. Et moi, je pense que cette place, elle est encore plus large. Et c'est en ce sens-là où j'espère apporter beaucoup aux patients avec cette formation. Je pense que dès le début, on peut agir pour accompagner l'annonce du cancer. Et comme le disait aussi Eliane, avant la chimiothérapie, en prévention des nausées-vomissements. Pendant le traitement, on va pouvoir accompagner les syndromes anxieux dépressifs. On va pouvoir, donc j'ai déjà dit, les préventions et le traitement des nausées-vomissements induits. On va pouvoir améliorer la tolérance des traitements par cet accompagnement. Et en améliorant la tolérance, on va éviter de reporter les cures. Et si on ne reporte pas les cures de chimiothérapie, on améliore les chances de guérison du patient. Donc, même si c'est indirect, on a un réel bénéfice à proposer ce traitement aux patients. On va avoir une place pour à peu près tous les symptômes d'inconfort, alors avec des indications variables, mais on peut toujours proposer ça en complément de ce qu'on fait en médecine occidentale. On va pouvoir apaiser l'esprit, améliorer la tolérance de l'isolement en chambre stérile, et on peut proposer l'acupuncture à l'aidant en même temps que le patient. Et enfin, après le traitement, on va pouvoir prendre en charge ce qui reste, les syndromes anxio-dépressifs, le stress post-traumatique, la fatigue chronique, où on a vraiment peu de solutions en médecine occidentale. Dans la prise en charge palliative pour la prise en charge des symptômes d'inconfort, ça peut avoir sa place également.
Et puis dans une idée beaucoup plus positive, il y a des points qui, peuvent aider, dans l'infertilité, qui peuvent aider, pour, accompagner les procréations médicalement assistées. On va pouvoir continuer à accompagner les aidants et si nécessaire, on peut aussi accompagner le deuil, que ce soit, le deuil des aidants si jamais le patient est décédé ou le deuil que peut vivre le patient, dans sa vie de tous les jours puisqu'il revient, aussi, quand il est guéri, à une vie normale avec, des deuils qui sont parfois d'autant plus difficilement vécus que lui-même s'est trouvé en risque pour sa vie. Et donc, parfois, quand il perd des personnes proches, ça le replonge dans son vécu douloureux du cancer. Donc pour conclure, vous l'avez compris, je crois, la greffe, c'est une prise en charge très complexe et c'est très, très important de prendre en charge le patient dans sa globalité. On est face à des maladies où le pronostic vital est mis en jeu et pour ma part, en greffe de moelle osseuse où, en plus, le traitement met en jeu le pronostic vital. Donc ce parcours, il est très long, il est compliqué, c'est un vrai, vrai marathon. Les corps vont souffrir, les esprits vont souffrir et pour une durée qui est prolongée. Et je pense que l'accompagnement global est vraiment une réponse à ça, à tous les stades, y compris palliatifs, y compris quand ça se passe pas bien. Que l'acupuncture, cette place est à prendre à toutes les étapes et pour tous les patients, en tout cas tous ceux qui accepteront cette prise en charge complémentaire. Et puis, bah, même si c'est compliqué, parfois la vraie vie retrouve sa place et c'est, le petit clin d'œil de cette photo. C'est une jeune patiente qu'on a dû greffer 2 fois parce qu'elle avait rechuté et qui, aujourd'hui mène une vie parfaitement normale et vit et travaille en Angleterre. Voilà.